Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans le Grand Talk spécial consacré à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de jeunesse avec l'ensemble de nos invités, les représentants des candidats Kakabe, Afi N'Guessan et Alassane Ouattara. À ma droite, M. Konaté Navigué, directeur national de campagne chargé de la jeunesse du candidat Afi N'Guessan. M. Konaté Navigué, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans le Grand Talk. En face de vous, le journaliste Serge N'Guessan, Red Chef des éditions Apo. Monsieur Jonas Cyril Djandé, vous êtes membre du cabinet de Monsieur Kakabe, chargé de la veille. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk. Et enfin, Monsieur Alphonse Soro, porte-parole jeune du candidat Ouattara, secrétaire national à la jeunesse du RDR. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans le Grand Talk. On va commencer avec une nouvelle qui est tombée sur les journaux. La nouvelle de Blé Goudé annonçant qu'il faut voter Afi N'Guessan. Vous avez eu un appel téléphonique de Blé Goudé. Il paraît qu'au cours d'un entretien téléphonique, Blé Goudé aurait invité à soutenir Afi N'Guessan. Je préfère ne pas parler du camarade Charles Blé Goudé à ce plateau parce que tout ce que nous faisons, c'est de nous battre pour qu'il sorte, pour qu'il soit libéré et je préfère ne pas en dire plus. Alors, je reprends vos propos, évidemment, que je vous cite. J'ai appris que vous allez ouvrir la campagne en Côte d'Ivoire. Tu sais que si j'étais libre, je serais avec toi en train de parcourir toute la Côte d'Ivoire pour la campagne présidentielle, mais je ne suis pas avec toi. Je vous souhaite bonne chance. Faites tout pour nous libérer d'ici parce que nous ne méritons pas la prison. Vous reconnaissez dans ces propos? Ah oui, c'est de Charles, un appel téléphonique indirectement, puisqu'il n'a pas l'occasion de nous appeler directement. Quand il appelle les membres de sa famille, si vous êtes à côté, vous pouvez le saluer. Et donc, il m'a salué, il m'a félicité pour la campagne, parce qu'effectivement, s'il était en Côte d'Ivoire, on serait ensemble en train de parcourir le territoire national. J'ai une pensée pour lui et je ne voudrais pas qu'on parle seulement que de Charles Blé Goudé sur ce plateau. C'était pour en savoir un peu plus, puisque c'était l'info qui était tombée depuis ce matin. On va parler jeunesse, et notamment parler des politiques jeunesse de vos différents candidats. Et notamment, nous allons tenter, dans cette première partie, de faire un bilan croisé de la politique jeunesse de M. Laurent Gbagbo entre 2000 et 2010, et puis la politique jeunesse de M. Alassane Ouattara entre 2010 et 2015. Première question, monsieur... Oui. Allez, ok, d'accord. La première question s'adresse à vos voisins immédiats. Et voilà. Et au niveau de l'employabilité de la jeunesse, parce que c'est ce qui est très important aujourd'hui pour la jeunesse. Beaucoup de projets ont été faits, beaucoup de campagnes ont été menées. Je voudrais savoir concrètement quelles sont la catégorisation des projets et quelles catégories de personnes ont bénéficié de ces projets-là. Je vous remercie et je voudrais saluer ce débat et surtout sa nature parce que dans ce studio, nous avons la jeunesse non partisane, la jeunesse estudiantine, l'avenir de ce pays. Et ceci donne un caractère, on va dire, spécifique à ce débat et je voudrais le saluer. Pour répondre à votre question, je voudrais dire que la Côte d'Ivoire est en train de changer. Il y a de cela quelques années, nous avons connu des turpitudes, l'instabilité et la guerre. Mais depuis 2011, il y a un monsieur qui est en œuvre, il s'appelle Alassane Ouattara. Il a réussi à rétablir la paix, à rétablir la sécurité. Et un travail énorme est en train d'être fait. Et je voudrais dire que l'essentiel de son travail a profité à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ce travail a profité à la jeunesse de toutes les catégories. Parce que quand on parle d'emploi des jeunes, évidemment, il faut parler d'employabilité de cette jeunesse. Mais ce que vous devez retenir, c'est que nous avons, par, j'allais dire, l'investissement, fait en sorte que des entreprises se créent. Quand des entreprises se créent, c'est de l'emploi qui se crée. Nous avons fait en sorte qu'il y ait un certain nombre de réalisations d'infrastructures. Quand il y a réalisation d'infrastructures, il y a opportunité d'emploi pour la jeunesse.
nous avons fait en sorte qu'il y ait des investissements dans un certain nombre de secteurs d'activité, notamment l'agriculture. Quand il y a ce genre d'investissement dans l'agriculture, il y a de l'emploi qui se crée. Et alors, je voudrais terminer, M. Varol, par dire qu'au-delà de cette, j'allais dire, de ces opportunités de création d'emplois, d'opportunités d'emploi pour les jeunes, le président a encore décidé de faire de l'investissement direct dans la jeunesse. C'est-à-dire faire en sorte que des jeunes qui ont des idées, qui ont des projets, que ces jeunes-là, qui sont porteurs de projets viables et fiables, que ces projets fassent l'objet de financement pour permettre leur installation et de faire d'eux des entrepreneurs et de faire d'eux l'avenir de la Côte d'Ivoire. Question qu'on pourrait vous poser comme ça, quel bilan pourrait-on faire de cette campagne 2015? Madame Monet? Très bien, merci. Merci. Pour le FPI? Oui, pour le FPI, le bilan que nous faisons, il est positif, puisque il y a eu d'abord la pré-campagne, n'est-ce pas? Il y a eu la pré-campagne qui a permis déjà à notre candidat, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, de parcourir une bonne partie du territoire national. Et donc, les 15 jours, n'est-ce pas, de campagne officielle ont été consacrés notamment aux zones qui n'avaient pas été encore visitées. Et donc, ça a été pour renforcer justement sa présence sur tout le territoire national. Voilà ce que je peux dire. Docteur Simplice Yodé-Dion, je rappelle, vous êtes le directeur national de campagne de M. Charles Konan-Banny. Alors, vous, au niveau de la campagne, quel bilan dressez-vous? Le bilan est, pour ma part, largement positif. Nous avons consacré ces 2 semaines pour aller à l'écoute des Ivoiriens, pour aller consolider ce qu'on avait déjà construit. Parce que vous imaginez bien qu'on ne décide pas à un mois d'une élection de se lancer à la présidentielle et que ce travail a été fait depuis des années. Le bilan est positif parce que le candidat Charles Konan-Banny a eu le temps de partager sa vision avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont dans l'attente. Charles Konan-Banny leur offre quelque chose qui leur manque. Et sur cette base, nous nous sommes rendus compte que les Ivoiriens avaient soif de réconciliation, de paix, de dialogue, et que sur cette base-là, celui qui a été clairement identifié pour donner cette denrée rare aux Ivoiriens, c'est bien Charles Konan-Banny. Le bilan est positif parce que les Ivoiriens sont prêts à lui donner l'occasion de ramener la réconciliation en Côte d'Ivoire. Merci. Monsieur Adama Bictogo, vous êtes le monsieur mobilisation du RDR. Alors, RHDP, pardon. Excusez-moi pour le peu. Le monsieur mobilisation du RHDP, bilan. Je voudrais, avant de parler de mon bilan, je constate que le directeur national de campagne du candidat Banny est à l'image de son candidat. C'est toujours virtuel, rien n'est précis. Et je voudrais donc dire que... Monsieur Adama Bictogo, pardon, est-ce que vous pouvez commencer sans forcément mettre les hostilités en place? Parlons du bilan du RHDP. Parlons du RHDP sans forcément indexer dans l'immédiat. Vous en aurez l'occasion tout au long de ces débats. Je reviens. Voilà, vous en aurez l'occasion. Je reviens à la première grande force politique. Voilà. Faisons attention à la violence des mots et aux mots de la violence. Je peux vous parler? Ok, allons-y, on va tenter de... Pas non plus. Je voudrais rappeler que nous avons 3 fois 26 minutes dans cette émission. Et il n'y a rien d'agressif. C'est juste des rappels. Pour nous, la campagne, elle est positive. Je pense que déjà par les visites d'État qui ont montré que le président, par son bilan, venait donc bénéficier du témoignage de l'ensemble des Ivoiriens par rapport au travail abattu. Donc, être directeur national en charge de la mobilisation d'un candidat comme Alassane Ouattara était forcément un atout pour nous. Et
vous avez pu découvrir, parce que la télévision et la presse ont permis aux Ivoiriens de voir que pendant ces 15 jours de campagne, toute la Côte d'Ivoire, comme un seul homme, s'est exprimé, a exprimé son désir de voir donc le président Alassane Ouattara à la tête donc de la Côte d'Ivoire. Mon frère Soro, il a parlé, je ne sais pas s'il a parlé de la Côte d'Ivoire, mais on dirait que c'est du Danemark, de la Suède et puis de la Norvège, il parlait. Et sur la question de la paix, il ne sait même pas que la paix dépend de l'opposition dans les pays. Quand nous étions au pouvoir, ils étaient à l'opposition, ils ont amené la guerre. Maintenant, ils sont au pouvoir, nous sommes à l'opposition, nous sommes responsables et nous avons choisi de travailler pour la stabilité du pays. Et donc, ils doivent nous rendre les éloges parce que nous sommes une opposition responsable, alors qu'à leur époque, ils sont venus, ils ont introduit la guerre. Et quand il y a guerre, il n'y a pas d'investissement. Quand il y a les fusils, les entrepreneurs fuient le pays, l'économie est déstructurée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le regard que nous avons sur la gestion de M. Ouattara, sur la question des emplois, c'est une gestion qui ne concerne pas les Ivoiriens parce que quand M. Ouattara prend le pouvoir en 2011, il radie les travailleurs de Côte d'Ivoire, notamment à la Sotra, plus de 400 personnes ont été radiées. À la RTI, plus de 200 personnes ont été radiées. Au port autonome d'Abidjan, plus de 300 personnes ont été chassées. À la présidence de la République, plus de 1000 personnes ont été chassées. Dans les mairies, on ne peut pas compter. Pour peu que tu ne sois pas du RDR, on te vide. À la mairie de Cocody seulement, 292 militants du FPI ont été chassés. Et il y a eu des suppressions des concours alors que les gens étaient déjà admis. Il y a eu à l'ONI, Office national de l'identification, des radiés, des chassés. Et les recrutements se font par ethnie. Vous savez bien qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a une expression qu'on appelle rattrapage ethnique. Et que c'est seulement dans ce secteur-là qu'il est performant. Mais je dois dire que si quelqu'un est performant dans le tribalisme, il y a de quoi le chasser. Et nous le chasserons par les urnes il y a quelques jours. Je commence avec le candidat, le représentant du candidat Bani. Je suis assez surpris que vous nous dites que la campagne a été positive. Parce que j'ai fait quelques jours à Abidjan, mais je n'ai pas vraiment senti le candidat Bani être en campagne. De deux, vous savez bien que cette élection, au départ, il y avait 10. Il y en a 2 qui n'y sont plus. Il y en a qui disent que la CEI a fait des choses pas totalement correctes. Il y a eu l'affaire des 100 millions. Je suis surpris que vous venez sur ce plateau nous dire que la campagne était parfaite, elle était positive. Merci, cher ami. Vous êtes, il me semble, dans une logique traditionnelle de la campagne folklorique, où il y a la fanfare, où on fait beaucoup de tapage, où on fait du bruit. Vous n'avez pas tort de le penser. Vous n'avez pas tort de le penser. Mais il faut aussi tenir compte du contexte dans lequel nous sommes. Et dans quel genre de pays nous sommes actuellement. Il y a la peur. La campagne que nous avons décidé de faire, c'est une campagne de porte-à-porte, de discrétion. Parce que beaucoup de ceux qui vous disent le jour qu'ils sont RHDP, qu'ils sont Alassane Ouattara, ceux-là, la nuit, nous disent « ne venez pas chez nous ». Nous vous soutenons, nous faisons campagne pour vous. Mais ça, c'est difficile à évaluer, ça fait un peu... Mais je vous le dis parce que je suis sur réellement. le terrain. Parce que vous êtes en Côte d'Ivoire et vous verrez, vous voyez bien le contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte de terreur. Alors, nous avons intégré tous ces paramètres. Est-ce qu'il ne faut pas un peu relativiser tous ces clichés? Vous avez le droit de moi, je suis étranger, j'ai fait clichés. quelques jours en Côte d'Ivoire, je n'ai pas l'impression que c'est la grande terreur. Mais parce que vous ne vivez pas réellement nos réalités. Et c'est votre droit, hein. Vous n'allez pas... Est-ce qu'on vous a, de manière concrète, est-ce qu'on vous a empêché de faire un meeting? Est-ce qu'on vous a empêché de faire des regroupements pendant cette campagne? N'avez-vous pas entendu parler du meeting de la CNC? C'est juste un exemple qui n'a pas pu se tenir à Kourougou. Est-ce que vous nous avez vu sillonner tout le Nord de façon folklorique avec fanfare et tambour? On vous l'a interdit simplement parce que nos gens au Nord nous disent ne venez pas parce qu'on ne veut pas être exposé. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Il ne faut pas minimiser le contexte dans lequel nous sommes. Non, on ne minimise pas, mais on a l'impression que vous extrapolez un peu quand même. Je n'extrapole pas. Parce qu'on se rappelle, en 2010, il y avait une situation beaucoup plus tendue qu'aujourd'hui. On a vu le FPI aller faire campagne dans le nord du pays. Mais Madame du FPI est là. Elle est bien placée pour vous dire, en 2010, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'ils ont pu vivre à ce moment-là pour qu'on aille jusqu'à 3000 morts à la fin. Donc, je vous parle de réalité que nous touchons du doigt. Mais ça ne nous a pas empêchés
de faire passer notre message. Alors on va... Je voudrais revenir et poser la même question un peu à Madame Monet du FPI. Moi, je suis surpris que le FPI, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la scission, peut-être qu'on n'a plus affaire au même FPI. Je suis surpris que le FPI nous dise que la campagne s'est passée de manière positive. Quels sont les éléments que vous avez qui vous font penser ça? Cela a été une appréciation globale. Mais nous pensons qu'avec le débat, nous allons aller en profondeur des questions. Parce que vous avez non, je ne peux pas dire mitigé, puisque quand nous avons fait nos meetings qui ont été programmés, nos électeurs sont venus, les populations sont venues à notre rencontre. Moi-même, en tant que directrice départementale de campagne dans le département d'Adzopé, j'ai 40 villages et je puis vous assurer qu'aujourd'hui, je n'ai plus que 4 villages à faire. Donc, à partir de ce moment-là, je peux dire que effectivement les choses évoluent correctement. Mais je voudrais revenir sur le propos de M. Dion. Tout à fait. Alors, ce que je voudrais dire, en 2010, il y a eu 2 moments au niveau de l'élection présidentielle. Il y a eu le moment d'octobre, c'est-à-dire le premier tour. Effectivement, au premier tour, tout s'est passé correctement. Mais c'est au deuxième tour que la violence s'est installée et qu'effectivement, le Nord nous a été pratiquement interdit. Et que nos électeurs n'ont pas pu effectivement exprimer leurs droits. Maintenant, pour revenir à 2013, attendez. Madame Monet, aujourd'hui, est-ce que, pour être clair et avancer dans le débat, est-ce que votre parti a eu des problèmes pour faire des meetings dans le Nord? J'ai lu sur le journal que M. Afin-Guessan serait certainement ce week-end, il y était, voilà. Donc, est-ce qu'il a été empêché? Les gens ont été molestés? À Korogo, dans le cadre de cette campagne, évidemment, vous avez vu qu'il a été accueilli de façon tout à fait excellente. Mais avant parce qu'il y a eu non, en 2015, vous êtes au courant que, par exemple, il n'a pas pu faire campagne, n'est-ce pas, à Oudini. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Il a quand même pu faire campagne. Oui, mais justement. Oui, on ne va pas revenir sur le passé. Est-ce qu'il n'a pas gagné du terrain? Vous ne voulez pas qu'on revienne sur le passé. Il a gagné du terrain, mais il faut aussi en parler. Puis, je voudrais dire que ce n'est pas seulement envers nous, candidats de l'opposition, que s'exerce, n'est-ce pas, la violence. Vous êtes au courant, puisque les organes de presse en ont rendu compte. Il y a eu même, n'est-ce pas, la délégation du RADP qui a été attaquée, n'est-ce pas, à Bobo. Donc, la question de la sécurité, elle est réelle. Que ce soit le FPI ou le RADP ou d'autres candidats, la question est réelle. Alors justement, celui qui est mieux placé... Allez-y, terminez, madame, s'il vous plaît. N'est-ce pas, rapidement, parce que c'est M. Big Togo qui nous en donne l'occasion. Parce qu'il dit, oui, à travers ses visites d'État. Vous voyez que lui-même, il nous emboîte le pas sur des anomalies. Parce qu'effectivement, ça aussi, c'est une forme de manipulation. Quand un candidat, déclaré candidat, se promène à travers le pays sous son statut de chef d'État et pour faire campagne. Donc, comme c'est lui qui l'a dit, j'en profite pour dire que ce n'est pas normal. Une fois qu'on est candidat, on ne fait pas cet amalgame-là entre le candidat et, n'est-ce pas, le chef de l'État. Et aujourd'hui, au niveau du bilan que vous nous demandez de faire, c'est ce que nous constatons. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? C'est d'utiliser les moyens de l'État, c'est d'utiliser le titre de chef de l'État. Utiliser le titre de chef de l'État. Aujourd'hui, j'ai vu que la DG de la filière café cacao a été faire des dons aux femmes du Cavali. Je pense que ça, ce n'est pas normal. Je vais vous dire, si dans ce pays, quelqu'un est friand des slogans, c'est bien le FPI. Parce qu'ils ont fait 10 ans de slogans. Je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, on ouvre les yeux et qu'on regarde la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, M. Konaté Navigué, c'est bien celle que je viens de décrire. Mais je me rends compte qu'en réalité, c'est peut-être vous qui n'êtes pas dans ce pays ou qui êtes dans la posture de celui qui se joue les aveugles. À partir de cet instant, il ne peut rien voir. M. Konaté Navigué
vous devez savoir que les radiations dont vous avez parlé au niveau des entreprises publiques, il s'agit tout simplement de mettre en place une bonne gouvernance. Vous avez passé 10 ans à prendre vos cousins, vos femmes et vos maîtresses à remplir les entreprises publiques. On ne gère pas un pays avec de l'amateurisme, avec des gens qui n'ont pas la formation. Lorsque nous arrivons en 2011, on fait un travail, j'allais dire, de rationalisation de la gestion. C'est important. Il est évident qu'il fallait assainir ces entreprises. Et lorsqu'elles ont été assainies, ces entreprises ont repris à embaucher à nouveau. Informez-vous, vous aurez les informations. Mais on ne pouvait pas quand même continuer de s'accommoder de vos nombreuses maîtresses dans nos entreprises publiques. Ça ne pouvait pas marcher. En ce qui concerne les universités, c'est important. Je salue l'intervention du jeune étudiant qui est ici présent. Je vais vous dire, vous avez affaire aux bons clients. Parce qu'en la matière, personnellement et en ma qualité de leader de la jeunesse du parti au pouvoir, je me suis impliqué dans la gestion donc, des équipements des universités. Et les étudiants dont on parle tout à l'heure sont venus me voir. Et j'ai conduit des démarches. Parce que tout simplement, après la politique de réhabilitation des universités et de leur extension également, c'est que vous n'avez pas réussi à faire pendant 10 ans, les 8 milliards dont vous avez parlé, en 10 ans, vous n'avez pas pu les mobiliser. Nous, dès que nous avons pris le pouvoir, nous avons investi 100 milliards. Mais ces 100 milliards, M. Varol, ont servi à remettre en place des infrastructures parce qu'il les avait transformées en casernes militaires et en nid de milices. Moi, je veux revenir avec Mme Monet sur les questions de règles de jeu, parce que c'est quand même ça qui est important lors d'une élection. Est-ce que les règles du jeu vous semblent être équitables? Est-ce que vous pensez que vous avez des chances? Pas du tout. Non, paradoxe en paradoxe. Non, écoutez. Mais déjà qu'elle se prononce sur les règles du jeu. Voilà, parce que ne faites pas des amalgames. Parce que si votre intention, c'est de démontrer que déjà nous partons des favoris, je dis non. Je dis non, voilà. Mais oui, mais donc laissez-moi répondre. Mais ne dites pas qu'on vote de contradiction en contradiction. Je suis désolée, parce que nous faisons des analyses. Et donc, veuillez nous suivre dans notre logique. Donc, je reviens là-dessus. La question des règles du jeu, je le déplore. Je le déplore, simplement. Vous voyez, tantôt, M. Bitogo disait que pendant les visites d'État, qu'il y a eu l'expression populaire des populations ivoiriennes, enfin de tous les habitants, disons, de ce pays. Mais moi-même, j'étais présente à la visite d'État de Adzopé, mais pas pour aller exprimer ma satisfaction quant à la gouvernance de M. Ouattara, mais simplement par devoir républicain. Parce que c'est le chef d'État de Côte d'Ivoire qui va dans ma région, et donc, pour moi, en tant que fille de cette région-là, en tant qu'acteur de développement politique, pour moi, il fallait que j'y sois. Et nous sommes nombreux, nous tous. Vous savez très bien que notre région, c'est majoritairement, sinon exclusivement, du Front populaire ivoirien. Mais nous étions tous là. Quand les gens du RDR sont devant les micros, quand il s'agit de proposer des solutions idoines pour la Côte d'Ivoire, ils sont constipés intellectuellement et politiquement. Wow. Mais quand il s'agit de faire du verbiage creux, effectivement, ils sont compétents en la matière. Sur les questions de l'emploi, puisqu'on parle de l'emploi, d'abord, il faut rectifier que le Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo, n'a pas duré 10 ans ce pouvoir. Il a duré 18 mois ce pouvoir. Parce que l'attaque de 2002, en 2003, qui était Premier ministre, c'était Seydou Diarra. Il n'est pas du Front populaire ivoirien. Après Seydou Diarra, c'était Kona Bani. Il n'est pas militant du FPI parce que c'est le Premier ministre qui conduit une politique gouvernementale. Après Bani, c'était Soro Guillaume. Il n'est pas du Front populaire ivoirien. Et après Soro Guillaume, on est tombé dans la crise. Donc le FPI a dirigé. Et quand le FPI dirigeait durant ces 10 ans, qui était ministre de l'Agriculture? C'est un militant du RDR. Qui était ministre de NTIC? C'est un militant du RDR. Qui était ministre de l'Économie? C'est un militant du PDCI. Donc on ne peut pas dire que Gbagbo a dirigé 10 ans, Gbagbo a dirigé 18 mois. Et durant les 18 mois de gouvernance, où Afingessa était Premier ministre, la Côte d'Ivoire a vu ce qui était. La Côte d'Ivoire était... Mais quand on gère le pouvoir avec du tribalisme cruel, j'ai ici devant moi le résultat du concours d'entrée à l'inspectorat du primaire et du secondaire. Il y a 80... De quelle année, 2015. 9 mai 2015. 98% sont les admis du Nord, les noms à consonance nordique. Est-ce qu'un nom à consonance nordique est forcément du Nord? J'arrive, oui.
C'est dans la sociologie, oui, dans la sociologie de la Côte d'Ivoire, tout ce qui est comme Bamba, Touré, etc., Bakayoko, tout ça c'est du Nord. Et quand vous gérez un État comme ça, comment voulez-vous que les autres ethnies, les autres composantes de la société soient à l'aise? Quand vous gérez, aujourd'hui, quand vous appelez Seri Djigbe, vous êtes maudit parce que vous ne pourrez pas avoir l'emploi. Quand vous appelez Yapi Apo, vous êtes condamné au chômage en Côte d'Ivoire. Et Soro, qui est du Nord et qui est comme moi, il devrait être parmi ceux qui interpellent la conscience, la société, sur ces méfaits, parce que c'est dangereux pour les jeunes du Nord, c'est dangereux pour le futur, parce qu'un jour, et dans quelques jours, Ouattara sera plus au pouvoir. Si un autre vient au pouvoir et qu'il veut faire ce que le RDF fait, la Côte d'Ivoire va plus se retrouver et il faut dénoncer. Je préfère avoir des petites copines qui sont de toutes les ethnies dans les entreprises et qui ont les diplômes que d'avoir une seule ethnie qui dirige l'administration ivoirienne. On va laisser. Non, attendez. On va laisser M. Soro. Vous reviendrez. M. Soro, qu'est-ce que vous avez à dire sur les propos? Moi, je vais vous dire une chose, et c'est important pour ce débat. M. Konaté Navigué est dans le beau rôle du bavard de la classe, du vaurien de la classe, qui, comme il ne veut pas se concentrer pour travailler, veut perturber ses voisins. Ici, sur ce débat, je suis ici pour dire qu'en 5 ans, Ouattara a transformé la Côte d'Ivoire. Ouattara a des résultats et les perspectives dans ce pays de la jeunesse et des femmes, c'est avec le président Déclaration Alassane Ouattara. fantaisiste. Cela dit, je prends un à un les sujets évoqués par M. Konaté Navigué. M. Varol, s'il vous plaît, quand on parle des différents premiers ministres, si Ouattara a été capable, à un moment donné, de remplacer M. Aoussou Jano par Daniel Kablan Denkan, c'est la preuve de ce que, avec Ouattara, à un moment donné, lorsqu'on se rend compte que les choses piétinent et qu'on peut avoir un meilleur, on le prend. Il n'y a pas d'état d'âme pour gérer un pays. Vous ne pouvez pas avoir la vie de 23 millions d'habitants et vous accoquiner de la présence de certaines personnes qui vous gênent. Parce qu'à la fin de votre gestion, il y a un résultat, il y a un bilan que vous devez défendre. Donc si M. Gbagbo, à un moment donné, a estimé qu'il ne pouvait pas travailler avec un tel Premier ministre parce qu'il ne lui permettait pas d'avoir des résultats, à charge pour Gbagbo et au FPI de le changer. À partir du moment où, pendant les 10 ans, ils ont accepté de composer des équipes. Mais diriger un pays, ce n'est pas une partie de plaisanterie. Ce n'est pas une partie de plaisanterie. Donc vous devez assumer. Attendez, ce monsieur n'était pas en Côte d'Ivoire. vous devez assumer. Vous devez comprendre. C'est pour ça que vous avez envoyé les armes. Non, vous devez assumer. C'est pour ça que vous avez tué les Ivoiriens. C'est pour ça que vous avez tué les Ivoiriens. Depuis 2002, c'est pour ça que vous avez tué les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous faisiez? Parce qu'il n'y a pas de gouvernance et puis bon, on veut nous tuer. Parce que des gens ne sont pas en train de bien gouverner. Pour ça, vous venez les tuer. Vous venez ôter l'âme aux gens parce qu'ils ne gouvernent pas bien. Non, attendez. C'est ça. On va terminer. Le RDN ne peut pas faire table rase de la rébellion qu'ils ont amenée en Côte d'Ivoire et la jeunesse continue de souffrir de cette rébellion. Tant qu'on fera le bilan, on parlera de cette rébellion. On va parler de cette rébellion et des acteurs de cette rébellion. Il a même écrit un ouvrage. Je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. On va laisser M. Jonas Dion. Non, il ne peut pas répliquer. Non, il ne peut pas. Il ne va pas répliquer. Parole, il ne répliquera pas. Il ne répliquera pas. J'ai dit, il ne le fera pas. Je n'ai pas fini d'intervenir. J'ai dit non, il n'aura pas une seule minute. Il n'aura pas une minute dans ce salon. Laissons M. Soro pour laisser une minute. On va laisser terminer. On va le laisser terminer. Il n'aura pas la On va le laisser terminer. Ils sont comme ça. Ils menacent. C'est le RDN. Ils menacent. On va le laisser terminer. On va le laisser terminer. S'il vous plaît. Ils sont habitués à ça. On va le laisser terminer très rapidement. Ils menacent. S'il vous plaît. On va le S'il y laisser a des terminer. menaces, non, ça va. Non, on va le laisser terminer. On n'a pas les moyens de faire la violence ici. S'il y a des menaces, si c'est pour nous tuer ici sur le plateau, non, ça va. Vox Africa se rapproche de vous. Dès le 21 juillet, retrouvez Vox Africa sur CanalSat, canal 33 en Afrique. Monsieur Varol, est-ce que vous pouvez dire à mes camarades que nous sommes ici à un débat intellectuel et non à un débat de pulsion et de répulsion? On va vous laisser terminer. Vous allez tout le grand chapitre. Allez-y très rapidement. Non, Monsieur Varol, il ne peut pas parler. Non, mais c'est quand même, attendez, vous n'allez pas conduire un tel débat. On va laisser non, terminer attendez, en une minute. Mais pourquoi? Vous allez conclure sur les deux. Parce que vous allez conclure. Non. Parce que vous allez conclure sur les propos. Non, je ne vais pas conclure, je vais finir. Non, il ne va pas parler. Je dis, il ne parlera pas. Parce qu'il ne peut pas m'interrompre et puis parler. D'abord, vous les prenez en homme supérieur pour venir faire le bavardage sur le plateau.
Ça, je n'en disconviens On est pas. habitué à Mais la vous pouvez rengaine. laisser, Chaque fois que vous je rappelle pouvez que laisser sécurité, qu'on donne les arguments. Quand les arguments les dérangent, On va marquer. ils commencent à suffoquer. Ils commencent On va calmer le débat. On va calmer le débat. On va calmer un peu le débat. C'est un débat. Non, il ne peut. Attendez, monsieur Varol. Mais pourquoi est-ce que vous lui donnez la parole? Est-ce que j'ai fini d'intervenir? Les deux ont parlé, vous m'avez donné la parole. Bon. Est-ce que c'est clair? Non, monsieur Varol. Attendez, vous attendez que je finisse. Monsieur Djondé, on va vous laisser parler dans un instant. Non, mais il ne peut pas parler. Il faut bien que quelqu'un Mais il va parler pourquoi? Il faut qu'on concède. Monsieur Djondé, on va lui concéder ça. Allez-y rapidement. Il va menacer. Non, c'est pas vous la n'êtes pas menace. menacé, c'est pas grave. Non, vous n'êtes pas menacé. On assure votre Pour qu'on sécurité. puisse progresser Ok. dans le débat. Monsieur Soro. Bien. Monsieur Soro. Moi, je voudrais dire que vous soyez 10 contre moi seul, ça ne dérange pas. Pour l'instant, il y a 7 Pour candidats peu. contre Ouattara. Il y en avait Pour peu. 9. Monsieur Varol, Maintenant, il y en a oui, 7. qu'il y ait, Alors là, vous n'en avez que 2 quand même. c'est pas grave. Voilà. Mais qu'il Vous soit représentez. 2 contre moi seul, ça ne me dérange pas. Pour voilà. peu. Monsieur, non, excusez-moi, parce que vous grignotez sur mes minutes et ça me dérange. Ok, qu'il soit 10 contre moi seul, ça ne me dérange pas. Pour peu que le débat soit civilisé et se reposer sur essentiellement les arguments et un débat intellectuel. Donc, quand ils ont la parole, je m'abstiens de tout bavardage parce que nous sommes des Allons-y, responsables. parce que même là, vous êtes en train de grignoter sur Alors, votre temps. non, c'est important, cette mise au point, Oui. pour vous et pour eux. On a bien compris. Voilà. Allez-y justement à vos arguments. Monsieur Gbagbo a dirigé pendant 10 ans. Le bilan des 10 ans, il Les assume. Ivoiriens vous regardent. ce que Il vous assume. dites. Les Ivoiriens, Ça, vous c'est écoutez un. ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il faut Deuxièmement, chasser Ouattara. quand M. Konaté On ne peut pas le naviguait, dire. Et de qui façon... est aujourd'hui président, j'allais dire, qui dirige la jeunesse de FPI, parce qu'il s'appelle Konaté Navigué, tout son mérite, c'est ça. Aujourd'hui, veut nous faire croire qu'il y a du tribalisme dans la gestion de l'État. Les 18 mois dont il fait allusion, auxquels il fait allusion, pendant lesquels M. Laurent Gbagbo a dirigé avec le FPI, le gouvernement qui était en place était composé essentiellement des ministres de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Mais Ouais, personne mais n'a eu à redire là-dessus. Mais enfin, Donc, monsieur Soro, aujourd'hui- mais pourquoi vous mentez? Donc Pourquoi aujourd'hui, pourquoi vous il faut mentez? qu'ils assument le Pourquoi- bilan qu'ils ont eu pourquoi vous pendant mentez? ces 10 ans. Monsieur le terminé. Je termine pour dire que... Terminez très rapidement. Le Premier ministre était de Soro. l'Est. Attendez, Le ministre de l'Éducation Attendez, était attendez, À ce attendez. rythme-là, on s'en sortira Mais pas. attendez. Terminez très rapidement. Oui, mais monsieur attendez, Soro. Vous mais pouvez terminer. Est-ce que- enfin, pourquoi mentir? Est-ce que vous Pourquoi pouvez terminer? mentir, est-ce qu'on peut monsieur parler Soro? dans cette salle? Le Premier ministre était de l'Est. Monsieur Konaté Le Navigué. ministre de l'Éducation nationale Monsieur était du Navigué centre. Konaté. Le ministre de l'Enseignement supérieur Vous était de savez, l'Ouest. arrêtez de Je te jouer- fais arrêtez de jouer la mariole. la Est-ce qu'on peut nomenclature parler? du gouvernement S'il de vous plaît. M. Gbagbo en Est-ce qu'on 2000 peut parler? et 2002. Attendez. Ne mentez pas. Vous Rectifiez. voyez, Monsieur Rectifiez. Navigué, laissez-le continuer. Ok. tu vois, c'est... Il n'a qu'à rectifier, mais il ne peut pas mentir et puis continuer. Qu'il rectifie. Le gouvernement du Premier ministre Afin Guessan en 2000 était composé de tous les Ivoiriens. Je peux vous donner la composition. Monsieur Konaté ici. Navigué, on est tous dans ce pays, Vous avez il la était parole. essentiellement composé des gens de Exemple, l'Ouest. exemple, Je le dis. exemple. Donnez un ici, sur exemple. ce tableau. Donnez un exemple. Non, quand vous... Menteur. Ce n'est- Monsieur Varol, Attendez. monsieur Varol, nous sommes là pour faire... Menteur. Ça, c'est... Non, mais c'est pas Mais sérieux. attendez, Il mais faut qu'on un progresse tel un peu. débat, Voilà, mais un voilà, tel voilà. débat, Plus mais progresser, franchement, le temps qui nous est menteur. sérieux. Laissez Le temps voir, qui nous c'est- était pas- Oui, non, Parce mais qu'on n'a pas simplement, les arguments. c'est pas une injure, hein, Parce qu'on n'a pas les arguments. Non, c'est pas une injure. Mais Écoutez, écoutez, quand c'est tu les mens, arguments, ça monsieur s'appelle Navigué. mensonge. Messieurs, Ici, c'est C'est les pas une arguments. injure. C'est pas une injure. Le temps qui nous était Mais pas attendez, pas du tout une injure. Attendez, On va monsieur revenir Varol, dans un je vais instant. terminer par On va- une seule on va chose. revenir dans un Et instant, on a plus justement, la beaucoup de temps. jeunesse est ici. On Et a nous ne plus devons pas beaucoup continuer de de temps. nous livrer en spectacle. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que les gens ont parlé des inscriptions à l'université dans cette salle. Oui, j'admets qu'il y a eu une augmentation des frais d'inscription. Jeunes de Côte d'Ivoire, étudiants qui est ici dans cette salle. Moi, je préfère des frais d'inscription élevés. Pour détourner, il y a un détournement sur l'université. Attendez. Les gens inscrivent et puis vous Attendez. détournez. C'est ça. Bon, Monsieur, messieurs, continuez. Monsieur Navigué, Continuez. qu'est-ce Allez, que vous continuez. avez à vous comporter de la sorte? Continuez. Ça ne vous ressemble pas. Non, vous monsieur. êtes un grand Si vous responsable. mentez, on vous va avez vous été répondre, directeur vous dites que vous politique mentez. au ministère de l'Intérieur dans notre Monsieur pays. Soro, monsieur Un Soro. tel monsieur Mais a pu monsieur être Soro, directeur il y a eu des dans détournements. une de nos administrations. Monsieur Soro, Vous voyez, Monsieur vous voyez, Soro, de vous il a interrompre. pu être directeur dans une de nos administrations. Vous imaginez? Monsieur Varol. Monsieur Big Togo, alors avant que vous ne réagissiez, alors sous la 9e législature entre 2004 et 2010, il faut rappeler ça pour nos téléspectateurs, le RDR, n'étant pas membre de l'Assemblée nationale, a bénéficié d'une dérogation spéciale d'un fonds de 800 millions de francs CFA par an, hein,
qu'aujourd'hui, des partis comme le FPI n'en bénéficient pas puisqu'ils ne sont pas à l'Assemblée nationale. Non, mais c'était juste un point. Alors, Parce on va que revenir. nous avions des maires. Non, Parce que nous avions des maires. Oui, mais c'était... C'était un élément... Si, mais c'était une dérogation c'était une spéciale dérogation à l'époque basée parce qu'il sur fallait être présent. l'existence des élus. Il fallait être Si présent. le FPI avait des maires, il faut dire que le FPI a boycotté toutes les élections, ce qui n'a pas été notre cas. Nous avons boycotté les législatives, mais nous avions des maires. Vous ne pouvez pas... Non, mais monsieur occulter. Victor, on va terminer. Voilà. Nous avions des maires. Non, c'était juste pour Voilà. rappeler. Non, C'était mais juste pour rappeler. C'était pas par rapport Non, à la représentation des élus Voilà. municipaux. Oui, C'est c'était par rapport à la représentation des élus C'est au Parlement. au Parlement. Et c'est pour cela que monsieur parle Jamais. effectivement Mais de dérogation. la dérogation a été plus aisée parce que nous avions Non, mais des élus, non, mais des quand on parle de maires. dérogation, c'est une disposition juridique. Absolument, c'est une disposition juridique. Donc, c'est parce que Voilà. c'est une Mais dérogation, c'est cette une disposition juridique a besoin d'un support. Il était Non. plus aisé pour le président d'alors de s'appuyer sur le principe de ce que le RDR, à l'époque, disposait d'environ une soixantaine de maires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de beaucoup de candidats. Bon, alors, on va rester dans quelque chose que vous avez dit qui était très important. Vous avez dit que les partis étaient en difficulté. Étiez-vous en difficulté? Avez-vous été visité au FPI par une mission de bons offices pour auditer vos finances et la conclusion que le FPI ne pouvait pas faire campagne sans les 100 millions? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Nous n'avons pas eu comment dire ça? Cet échange avec cette visite de mission de bons offices? Mais je pense que, sans être mauvaise langue, hein, je pense que c'est une question de conscience de la part du gouvernement, je pense. Quand je suis les explications de M. Big Togo, parce qu'effectivement, il est honnête quand il dit que eux, en 2010, bien que dans l'opposition, ils avaient des personnes ressources. Mais aujourd'hui, nous, qui avons-nous comme personnes ressources? Parce que nous avons encore des amis, des camarades qui sont dans des DDC et dont les comptes sont encore gelés. Et c'est déplorable parce que quand on va passer tantôt à la question du dialogue politique, nous allons y revenir. Donc je pense qu'encore une fois, bon, monsieur nous dit pourquoi nous l'avons accepté. Et en même temps, il dit, mais de toute façon, 100 millions à côté de 100 milliards. Moi, je pense qu'il aurait dû dénoncer ça d'abord. Mais nous l'avons pris parce qu'effectivement, il faut le dire, nous n'en avons pas honte. Mais parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir la campagne. Je ne pense pas que nous ayons pu investir 1 milliard dans notre campagne. Non. Non. Donc, vraiment, ce n'est pas nous qui sommes dans l'illégalité. Donc, bref, pour juste venir... Je vais bien réagir après, madame. Oui. Donc, cette histoire de 100 millions, je pense, hein, bon, peut-être c'est un jugement de valeur, mais je pense... Bon, M. Big Togo le dit, hein, certainement qu'il y a eu des tractations. Mais même le disant, moi je trouve que c'est gênant. Ça montre quoi? Ça montre que le président sortant n'aide pas à l'expression de la démocratie. Il n'aide pas, n'est-ce pas, au renforcement de la démocratie. Il n'aide pas à l'équité. Le FPI a-t-il reçu son financement des partis ou pas? Oui, mais non, attendez. Non, je vais vous répondre. Attendez. Mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Son financement sans avoir participé à aucune élection. Tout à l'heure. Sans disposer de support institutionnel. Ce qui n'était pas le cas du RDR en 2010. Tout à l'heure. Donc c'est dire encore une fois de plus que le président, par son principe de dépassement de soi, a donc accepté cette dérogation parce que il considère que l'enracinement de la démocratie passe par certaines dérogations. Voilà. Juste pour préciser. Est-ce que vous pouvez juste répondre à la première Bien question? sûr. Vous avez reçu votre financement? Mais attendez. Non, attendez. Non, mais ça a été, comment dire, je ne peux même pas parler parce que c'était plus que ça. Puisque normalement, c'est 800 millions, combien on nous a donné? 800 millions par an. Et vous l'aviez dit tantôt. Mais combien le FPI a reçu? 400 millions. Sur combien d'années? Depuis 2011 qu'on a... Mais dites-vous, quand même, le FPI, il était à l'élection présidentielle.
d'octobre 2010, combien vous lui avez donné comme score? 46%. Ça déjà, je pense que ça peut constituer un élément pour que les SPI puissent jouir d'une dérogation, comme vous en avez joui, n'est-ce pas, en 2000, enfin, allez, on va aller directement sous la à M. gouvernance du Dion. président Très Gbagbo. rapidement, vous allez peut-être vous prononcer. On va passer à autre chose. Oui, très rapidement pour dire qu'on a dit qu'il y a eu des organismes de bons offices, mais on n'a pas pu donner des noms. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y en a pas eu. Deuxième chose, pourquoi ces organismes de bons offices, si on admet le principe que ça a existé, au lieu d'aller dire au président Ouattara de donner 100 millions aux candidats, pourquoi ces organismes ne vont pas lui dire revoyez les conditions de l'élection de telle sorte qu'il y ait des conditions apaisées, justes, équitables en Côte d'Ivoire? La veille est chargée de recenser des données significatives. Quand on fouille dans le régime du candidat Ouattara, pour nous, on n'a pas de données significatives. Donc, ce n'est pas la peine d'en parler. Peut-être que vous veillez mal aussi. Donnez vos données. Je ne crois pas. Deuxièmement, c'est la notion de rattrapage ethnique. Il est important d'expliquer à la jeunesse en quoi est-ce que ça cause un grand tort à la nation ivoirienne. Non pas seulement sur la cohésion nationale, mais sur le développement des potentialités que nous avons. Lorsque, pour un emploi, vous regroupez toute une communauté et vous les rendez que accessibles à l'emploi, vous mettez à l'écart des gens qui ont la possibilité d'inverser le développement d'une nation et qui ne sont pas de votre ethnie. Allez, et c'est extrêmement dangereux. Allons sur le troisième et dernier point. Le troisième et dernier point, c'est tout ce que le candidat, le représentant du candidat Ouattara semble indiquer. Moi, je suis venu pour proposer des solutions au nom du candidat Kakabe. Je souhaiterais que le candidat Soro puisse chiffrer ces propositions, plutôt le représentant du candidat Ouattara puisse chiffrer son bilan, puisse faire des propositions concrètes et non rentrer dans le verbiage, parce que les jeunes Ivoiriens nous attendent. La politique de financement des projets des jeunes va se poursuivre, elle va prendre, j'allais dire, des allures nationales sur l'ensemble du territoire. Nous allons financer systématiquement tous les jeunes qui auront des projets. Et nous allons renforcer, j'allais dire, nous allons... On peut terminer sur ce point, s'il vous plaît. Oui, allons-y. Nous allons continuer de créer le cadre pour que l'investissement continue. Par cet investissement, la création des entreprises vont continuer et l'emploi, n'est-ce pas, va continuer d'être créé pour les jeunes. C'est ce qui est important. Allez, merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, attendez juste un peu. Vous avez déjà eu la parole. Je voudrais rappeler évidemment que sur la politique de financement des projets de l'emploi jeune, nous recevrons sur ce plateau très bientôt le ministre Sidi Touré pour nous expliquer justement cette politique de financement de tous les projets jeunes. Vous avez déjà eu votre temps. On va terminer avec M. Konaté, naviguer sur les propositions concrètes du candidat Finguessan pour la promotion des jeunes. Sur une phrase du ministre Alain Louboyon, quand il était encore ministre des Sports, à des assises organisées par Touré Momandou à Trècheville. Il a pris la parole devant la jeunesse et il a dit aux jeunes de se battre eux seuls parce que le portable de Ouattara n'a plus d'unité pour leur envoyer des emplois. Ça, c'est vous qui le dites ici sur ce ce plateau. Non, oui, mais je l'ai dit puisque ça a été devant toutes. Ça a été dit. Faites la preuve. Est-ce qu'il peut avoir la politesse de Faites la preuve. Il donnait les leçons. Vous avez dit que si quelqu'un ment, on peut l'arrêter. Je ne mens pas, il a dit. Si vous ne suivez pas l'actualité, on peut l'arrêter. Faites la preuve qu'Alain Louboyon a tenu ses propos. Demandez-lui. Regardez le film des affaires. Monsieur Naviguer, qu'est-ce qu'Afinguessan propose aux jeunes? Allez-y. Donc je voulais dire simplement l'incompétence de M. Ouattara. C'est le sujet. Les jeunes sont là, ils veulent entendre. On va laisser terminer. C'est la fin de l'émission. La violence est une nature au RDR. Ce n'est pas sa faute. Donc je voulais dire que... pas une violence. On vous pose une question, vous partez vous promener ailleurs. Ce que le candidat propose après l'échec du système de Ouattara. La première mesure, dès le 26 octobre, quand nous serons au pouvoir, parce que nous serons au pouvoir, c'est de revoir l'accord de siège. L'accord de siège, c'est cet accord qui se passe entre le ministère des Affaires étrangères et les grandes entreprises étrangères qui s'installent sur un pays. Nous pensons qu'il fonctionne mal parce que c'est lui qui va permettre de dire, mais s'il y a une entreprise étrangère qui s'installe sur le territoire, il faut tel nombre de pourcentage de jeunes Ivoiriens qui travaillent dans l'entreprise. C'est déjà fait. Il faut revoir ça. C'est pas fait. C'est fait. Est-ce qu'on peut parler? Informez-vous, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Je vous informe. C'est pas fait.
Voilà, donc nous allons contrôler la faisabilité parce que beaucoup d'emplois jeunes se perdent dans ça. Deuxième chose, l'état des lieux rapidement. On a constaté qu'en Côte d'Ivoire, la question de l'emploi, c'est une question qui concerne à la fois le public et le privé. On va embaucher les jeunes Ivoiriens avec le modèle classique de la fonction publique. Je ne vais pas trop en parler. Mais sur le secteur privé, les banques, la question des banques, c'est une préoccupation. Et le candidat du Front populaire ivoirien va créer ce qu'on appelle des banques de développement. Jusque-là, c'est des banques commerciales qui n'ont pas vocation à développer. Nous allons créer des banques de développement qui vont se charger de trouver un financement de projet pour les jeunes, un financement un peu comme les 10 milliards que le président avait logés au niveau des fonds de la jeunesse. Ça, c'est rapide. Deuxième chose. Sous une autre forme, mais c'est fait. Mais donc vous avez tout fait. Parce donc que pourquoi vous faites campagne? On ne peut pas si vous avez tout fait, pourquoi vous êtes en campagne? On ne peut pas financer. Si vous avez tout fait, il y a des financements de projets qui sont en cours. Donc si vous avez tout fait, laissez les Ivoiriens juger. Pourquoi vous êtes en campagne? Tout est fait. Donnez-moi une minute. Donc il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Tout est fait, tout est potable, tout est bien, tout est chic, tout est au roule sur l'or. Est-ce que par politesse, on peut nous laisser parler? Non. Est-ce qu'on peut nous laisser les oui, cette division, ce malentendu, il faut le reconnaître. C'est une des conséquences de la crise post-électorale. Je parlais tantôt de traumatisme. Et donc, des camarades sont convaincus que le mal qu'on nous a fait, le mal qu'on a fait à Laurent Gbagbo au FPI, pour eux, on ne peut pas alors revenir dans le jeu politique comme nous l'avons voulu, c'est-à-dire participer. Le FPI n'a pas fait de mal au RHDP. Le RHDP, pardon, n'a pas son président, le président de la République. Le mal que vous avez fait au RHDP, nous avons fait quel mal au RHDP? Ce n'est pas une vue d'esprit. Laurent Gbagbo, il n'est pas où? Malgré 46%, il y a eu des morts, je suis d'accord. C'est que le FPI, et c'est la deuxième fois, j'ai eu un débat avec Amani Nguessan. À aucun moment vous avez déploré les morts. Ces Ivoiriens qui sont morts. Tout à l'heure, dans votre intervention, lorsque vous allez parler de la Côte d'Ivoire qui n'est pas réconciliée, vous avez parlé d'une zone. C'est toujours la zone, c'est toujours l'ethnie. Il faut que le FPI sorte de cette catégorisation des Ivoiriens. Attendez, ce n'est pas le FPI qui a pratiqué le rattrapage ethnique. Mais que vous avez instauré comme instrument de gouvernance. Mais oui, ce que je veux dire, lorsque vous parlez de la tolérance à la réconciliation, quand vous parlez de réconciliation à deux, qu'est-ce que vous avez fait? Et vous pensez que vous n'avez pas à demander pardon? Vous n'avez pas à demander pardon? Il y a eu beaucoup de victimes. Il faut qu'ensemble, vous dites ensemble. Je suis d'accord. Voilà. Là, vous devenez raisonnable. Non, mais nous, on a toujours été raisonnables. Non, pas du tout. Et qu'est-ce que vous faites de ce que la Commission nationale, commandée par M. Ouattara, a identifié comme des coupables? Bien sûr. Nous payons, et nous payons doublement. Gbagbo Laurent à la CPI, Charles Blé Goudé à la CPI. Tous ils sont tous à la prison. Et vous faites quoi? Quelle justice internationale, évidemment? Si la CPI a vos... Et si Bani venait réconcilier toute cette colère? Et si Bani venait réconcilier toute cette colère? C'est trop gros. Qui ne s'écoute pas? Qui ne s'écoute pas? Baissez le ton, baissez le ton. Bani, c'est celui qui peut vous ramener à ce que nous sommes. Madame Moller, demandez pardon qu'il ne nous ramène pas Bani. Pitié pour la Côte d'Ivoire. Bani n'a jamais été au pouvoir. C'est vous qui êtes au pouvoir. Respectons la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. En donnant le pouvoir. Vous voulez qu'on remonte à l'historique de cette crise-là qui a vu son dénouement le 11 avril 2011. Ah non, je vous en prie. Allez, merci madame, vous n'avez quand même pas réussi à nous expliquer. Non, mais je vous dis simplement qu'il y a, n'est-ce pas, attendez, en deux mots, notre stratégie. Mais nous sommes toujours en pourparlers avec le sommet, avec les représentants visibles, n'est-ce pas? Je n'ose même pas dire de fondeurs, mais avec le sommet, nous sommes toujours en négociation. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les amis qui au départ avaient pensé être dans la vérité, puisque la vérité, elle n'est pas toujours absolue, il y en a qui eux-mêmes demandent que nous puissions nous réconcilier. Et aujourd'hui, je l'affirme, notre posture, je pense qu'elle est la meilleure. En 10 secondes. 2 millions d'emplois en 5 ans. Vivement qu'il arrive déjà en 2020 et en 2015. Pardon, allons-y, M. Varol. S'il réagit, je pourrais réagir. Bon, réaction en réaction, on peut s'en sortir. Toute réaction appelle. On sera obligé de terminer l'émission, messieurs. Chers jeunes qui êtes présents dans ce studio, je voudrais vous dire
qu'en 4 ans, parce que nous n'avons travaillé qu'effectivement pendant 4 ans. Et en 4 ans, nous avons réduit le taux du chômage qui est passé de 51% à 46%, donc de 5 points. Monsieur Varol, nous avons fait en sorte que pendant les 4 ans, on puisse créer 1,3 million de emplois. Chiffre BIT, s'il vous plaît. Les chiffres sont du BIT. Les chiffres sont du BIT. Vous êtes les seuls à proclamer les chiffres. C'est important. Ça, c'est le concret. Monsieur Varol, ça, c'est le concret. Mais quand des gens pensent que c'est au détour d'un plateau qu'ils vont faire des propositions aussi fallacieux, ça fait un peu du Nicolas Dulot, quoi. Et ça confirme, que Nicolas Dulot, déjà Nicolas Dulot, paix à son âme, en tout cas que sa famille nous pardonne que son nom soit cité dans ce débat. Il a promis le métro, il n'a pas eu le temps de le faire, il est décédé avant. On ne va pas le citer. Merci beaucoup, messieurs, dames, merci d'être venus dans cette émission. Merci beaucoup en tout cas. La guignolisation de la fonction présidentielle. Vous pensez que devant des hommes de la... Oui, mais attendez, vous ne pouvez pas... Il est en train d'usurper la personne de Nicolas Dulot. Vous faites le guignol arrêté. Qui a été reprise par vous faites du guignol arrêté. Parce que, attendez, devant quelqu'un comme Alassane Ouattara, qui a les compétences, qui a les résultats, vous nous parlez de KKB. Mais attendez, un peu de respect. Encore qu'on n'est même pas sûr que d'ici le 25, il ne va pas fuir avec les 100 millions qu'il a récupérés. On aura l'occasion de vous réinviter à un autre débat. On aura l'occasion de vous réinviter. On va vous réinviter. Les 100 millions, vous allez les rembourser à un autre débat, messieurs. Est-ce que les 100 millions, ils vont les restituer aux Ivoiriens avant de quitter la compétition? Non, mais ça, c'est la question à donner aux candidats. Ce ne sont pas les candidats. Les 100 millions étaient remis aux candidats. Parce qu'ils sont en train de fuir devant les résultats de Ouattara. Ils sont en train de fuir devant la posture de notre candidat. Ils sont en train de fuir parce que les uns ont échoué pendant 10 ans et des gens qui, en réalité, voulaient être ministres et comme ils ne l'ont pas été, mais ça va, monsieur. Merci. Président de la République. C'est pas maintenant que tu vas parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. En tout cas, merci d'être resté en notre compagnie. Merci à monsieur Alphonse Soro, porte-parole jeune du candidat Ouattara, secrétaire national à la jeunesse du RDR. Peut-être un mot pour la fin de cette émission. Oui, un mot pour dire à la jeunesse ici présente et à travers elle, à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, que le 25 octobre est un rendez-vous important pour elle. Est un rendez-vous important pour qu'elle puisse aller confirmer, j'allais dire, le travail et la stabilité qui est en cours. Confirmer qu'il y a la volonté que cette dynamique de stabilité, de paix, de quiétude, j'allais dire de construction, j'allais dire des universités, de construction des hôpitaux, de construction des écoles, cette dynamique qui leur garantit l'emploi, il est bien que le 25 octobre, tous nous puissions aller reconduire le président Alassane Ouattara pour que ce travail continue, parce que c'est dans ça qu'il y a leur perspective. En face de Ouattara, il n'y a personne qui peut proposer la même chose. Parce que ces personnes qui sont en face de Ouattara, nous avons Afin Guessan, qui ne va pas venir faire ce que son patron n'a pas fait pendant 10 ans. Il y a en face de Ouattara quelqu'un comme Kakabé qui en réalité n'est qu'un guignol, vous avez terminé votre temps. Merci. Donc il ne pourra pas faire mieux que le président. Vous n'allez quand même pas taxer Kakabé de guignol, s'il vous plaît. Un peu de respect sur le plateau. C'est un candidat, c'est quand même un candidat à la présidence de la République. Mais merci beaucoup, M. Soro. Merci beaucoup. On va aller. C'est quand même vous n'êtes pas candidat à la présidence de la République. Je suis très heureux que vous puissiez rappeler M. Soro à l'ordre. Allez, on va aller sur votre minute de fin, s'il vous plaît. J'invite la jeunesse à regarder une Côte d'Ivoire autrement, à regarder un candidat qui a un programme pour la Côte d'Ivoire autrement. J'invite la jeunesse à voter Kakabé, car il a des solutions, il a des programmes, il souhaite le bonheur des Ivoiriens, il souhaite que cette jeunesse-là puisse grandir, puisse travailler, non pas dans une paix armée, non pas dans une paix imposée, mais dans une paix démocratique. Non pas dans un régime autocratique, mais dans un régime démocratique. C'est le souhait du candidat Kangabé. Il y travaille, il œuvre à cela, et j'invite toute la jeunesse à se mettre debout pour voter le candidat Kakabé. Je vous remercie. Merci encore, et on va terminer cette émission par Monsieur Konaté Navigué, directeur national de campagne chargé de la jeunesse du candidat Afin Guessan. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous êtes en face de votre destin. Ce 25 octobre, nous allons choisir le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Vous savez, ce n'est pas à moi de vous le dire, Ouattara a tué la jeunesse ivoirienne.
Il a décapité la jeunesse ivoirienne. Nous partons pour un nouveau rendez-vous avec Pascal Affi-N'Guessan, qui connaît la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire connaît, qui a fait 6 000 sites sur 11 000 en Côte d'Ivoire, qui a parcouru les souffrances, qui respire la souffrance, qui mange la pauvreté avec vous, qui parcourt tout le territoire national, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Vous avez un candidat qui est à la fois élégant et beau. Vous avez un candidat qui est intègre. Vous avez un candidat qui allie prestance et prestige. Il faut le voter pour que la Côte d'Ivoire change. Vous voulez la libération de Gbagbo Laurent, votez Affi-N'Guessan. Vous voulez que Charles Blé Goudé revienne, votez Affi-N'Guessan. Donc le 25 octobre, nous vous donnons rendez-vous pour que la Côte d'Ivoire change, parce que le changement, c'est maintenant. C'est pas le Vive la jeunesse ivoirienne. Je suis désolé. Merci beaucoup en tout cas Moi, je suis très d'être resté. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. Je remercie les étudiants de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire. Nous, on se retrouve très bientôt pour un autre numéro du Grand Talk spécial élection présidentielle en Côte d'Ivoire. À très bientôt.